Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais faire un point sur la situation au niveau de l'inflation en cette fin d'année 2021 et sur tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement, donc les ruptures éventuelles, la congestion des ports, les puces, etc. Et voir ce qu'on peut attendre sur les trimestres à venir sur ces sujets qui sont vraiment importants en ce moment. Donc ce qu'on sait, c'est que l'inflation, elle est évidemment élevée actuellement. On est sur un plus haut ici, donc il y a Mike Shedlock qui précise qu'on est sur un plus haut de 39 ans aux États-Unis, hein, donc là c'est la plus haute valeur d'inflation depuis 1982, avec un taux d'inflation annuel de 6,8%, donc c'est vraiment quelque chose d'assez considérable effectivement. Vous avez ici le graphique long terme qui est proposé par Mike Shedlock, et vous voyez qu'effectivement, bon, il faut remonter au début des années 80 pour avoir des valeurs aussi élevées. Ce qui a provoqué cette poussée d'inflation, on a principalement deux facteurs. Le premier facteur, c'est le déversement d'argent liquide directement sur les ménages. Le quantitative easing classique en lui-même, qui consiste à acheter des obligations d'État, à lisser la courbe des taux, n'est pas spécialement inflationniste en soi. On le voit depuis des décennies au Japon, on l'a vu lors des précédentes expérimentations en Europe, aux États-Unis. Par contre, lorsque vous donnez directement de l'argent aux ménages pour qu'ils consomment, avec des chèques Covid, avec des prestations de chômage partiel ou de chômage Covid, là, effectivement, ils pourront, avec cet argent frais, se mettre à consommer, et ça aura un effet à ce moment-là inflationniste directement si la prestation sociale est surdimensionnée. Donc c'est ce qui s'est passé en gros aux États-Unis, où on a eu d'abord une baisse de la consommation liée au confinement et ensuite une très forte hausse liée aux prestations, chèques Covid et autres. La logistique des entreprises n'a pas pu suivre cette variation. Le deuxième facteur d'inflation pour ce pic en course, c'est la hausse des coûts du transport, que ce soit le fret maritime, terrestre ou aérien, et toutes les ruptures d'approvisionnement diverses qui ont été liées aux fermetures de frontières, au confinement, qui ont perturbé les relations normales entre fournisseurs et clients. Et du coup, ça a contribué à renchérir le prix, donc les prix à la production, et en conséquence, ensuite, il y a eu une répercussion sur les prix à la consommation. Alors par contre, ce qui est très différent entre ce pic inflationniste et les précédents classiques des années 70-80, c'est qu'on n'a aucune répercussion sur le cours de l'or. Vous voyez ici le cours des mines d'or non hedgé, le HUI index, depuis l'été 2020. Il est en tendance baissière modérée, avec des à-coups bien sûr, et une succession de phases baissières et de rebonds, mais globalement cet indice qui d'habitude, lorsqu'il y a une augmentation de l'inflation, est censé flamber, est censé faire des hausses paraboliques vraiment puissantes. Là, il n'y a rien de tel, on en est très loin. Et il y a une deuxième chose importante, c'est la situation de la courbe des taux que vous avez ici. Là aussi, on n'a pas du tout pour l'instant de situation qui indiquerait que les marchés croient dans une inflation durable. Vous voyez que la courbe des taux est en train de s'aplatir, hein. Là, il y a le spread de taux entre 10 ans et 2 ans. On était à 148 points de base en mars 2021. On est tombé aujourd'hui à 75 points de base, donc c'était quasiment divisé par deux. Et ce type de comportement, il n'a pas vraiment de précédent quand on regarde la situation, les sorties des récessions qu'on a eu avant. On restait sur des spreads très élevés qui étaient à 200 points de base, voire plus. Et on n'avait pas, en sortie de récession, de baisse brutale comme ça, des niveaux de 75 points de base. Donc là, c'est un comportement qui est tout à fait inhabituel et qui n'indique pas du tout de croyance, d'anticipation inflationniste du marché sur le long terme. Alors je vais traiter maintenant ces deux points, voir quelles anticipations on peut avoir sur la consommation
des ménages et ensuite les problèmes de fret et de chaîne d'approvisionnement, voir comment ça va évoluer et quelles conséquences on va en retirer sur les prévisions d'inflation et sur le comportement des marchés. Alors pour ce qui est des ventes au détail, la consommation des ménages, vous voyez ici le graphique des ventes au détail aux États-Unis en monnaie constante, donc c'est corrigé de l'inflation. Donc on voit bien ce qui s'est passé depuis le point bas du Covid. On a eu d'abord une brutale hausse de la consommation jusqu'à un niveau normal, c'est-à-dire jusqu'au niveau d'avant-crise, dès juin 2020. Et ensuite, on a eu un nouveau rebond, nouvelle poussée haussière de la consommation avec de nouveaux chèques Covid qui a conduit à un pic vraiment sans précédent au début de l'année 2021. Et là, les entreprises n'ont pas réussi à s'ajuster. C'est tout à fait logique parce qu'une hausse de la demande aussi rapide, ça n'avait jamais été observé dans l'histoire récente. Du coup, les entreprises qui là avaient mis un peu en sommeil leur chaîne de production partout dans le monde ont dû les rouvrir rapidement. Et ensuite, elles ont dû augmenter encore leur cadence de production. Et évidemment, les approvisionnements ont eu du mal à s'ajuster à la fois à cette séquence baisse violente et rebond ensuite puissant et qui est très au-dessus de la normale historique de l'indicateur. Ce qu'on voit par contre, c'est que depuis le mois de mars 2021, il y a un net tassement, c'est-à-dire que ces ventes au détail n'augmentent plus, elles ont baissé jusqu'en juillet, elles rebondissent modérément ensuite, mais globalement, vous voyez que la tendance à la hausse rapide qu'on avait, elle semble casser. Et si on regarde les sentiments de consommateurs, donc le Michigan Index, vous voyez que lui, il est en baisse très sensible aussi depuis le début de la crise du Covid, mais aussi depuis le printemps 2021 à cause des poussées inflationnistes. Donc là aussi, ça signale que les consommateurs ont de plus en plus de pression sur leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Il y a une sorte de boucle de rétroaction négative. Plus on a d'inflation, plus les consommateurs vont perdre de pouvoir d'achat. Et plus ça va avoir des conséquences sur les ventes au détail et sur la consommation et du coup alléger les pressions inflationnistes. Donc ces pressions inflationnistes au niveau de la consommation des ménages sont clairement pour l'instant en train de s'alléger. On peut anticiper que ça continue dans les mois à venir. Maintenant, pour ce qui est du fret maritime, alors on va regarder différents indices qui sont disponibles. Alors on va commencer par le Baltic Dry Index ici. Vous avez la poussée liée à l'explosion des cours du fret maritime qui a plafonné début octobre 2021. Mais vous voyez que depuis, ça a corrigé assez brutalement. On est passé de 5500 à 2500 et puis avec un petit rebond ici à 3300. En tout cas, c'est la plus forte baisse de l'indicateur depuis le début du cycle haussier sur le fret maritime. Sur d'autres indices, c'est moins marqué. Ici, on a un indice de coût de fret. Vous voyez que on a un plafonnement depuis le mois de juillet ou de septembre 2021. On ne peut pas encore parler de baisse très franche. Sur le Harpex Index, ça avait monté énormément. Donc c'est un indice de référence de coût du fret maritime. On est passé de 500 au mois de juillet 2020 à 4000 en octobre 2021, donc on a multiplié par 8. Mais pour la première fois depuis début octobre, on semble avoir marqué une figure de sommet et il est possible qu'à présent les cours du fret se mettent à baisser. On a la même situation sur un indice synthétique mondial du fret en container, avec un pic au début du mois d'octobre 2021 et depuis, vous voyez, un début d'affaissement de la tendance de prix. Ça demande encore à être confirmé, mais a priori, ça pourrait se poursuivre dans les mois, dans les trimestres qui viennent. Au niveau des chaînes d'approvisionnement maintenant, alors la congestion des ports, les blocages qu'on avait notamment en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, semblent s'améliorer. On a de moins en moins de queues de navires en attente. On parle ici le commentateur parle de 30 navires alors qu'on était à 80 au sommet de la crise. Donc il y a une amélioration tout à fait claire à ce niveau-là. Au niveau des puces qui posent problème pour beaucoup d'industries, notamment l'industrie automobile et d'autres secteurs, là aussi, la situation semble commencer à s'améliorer. Ça ne veut pas dire que la crise est résolue.
Ce que le commentateur ici explique, c'est que on a sans doute passé le plus fort de la crise, que maintenant la production de puces, les fournitures en puces vont augmenter de trimestre en trimestre, que les perturbations vont durer encore à peu près 1 an probablement, mais que ça va aller en s'améliorant de plus en plus. Quand on fait une analyse sur les marchés, ce qui compte, c'est pas de savoir le moment où on va revenir totalement à la normale, c'est le moment du pic, c'est-à-dire le moment du plus fort de la crise. Et ce moment du plus fort de la crise, alors aussi bien sur l'inflation que sur les chaînes d'approvisionnement ou le coût du fret, il semble avoir eu lieu ou être en train de se produire actuellement, avec une amélioration à prévoir donc tout au long de l'année 2022. Quand vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez pas mal de commentaires qui vont dans ce sens de la part d'industriels qui dépendent de l'industrie des puces. Et ils disent tous qu'ils attendent une amélioration sensible mais progressive tout au long de l'année 2022 et que en 2023, la situation devrait être revenue totalement à la normale. Alors maintenant, le dernier point qui est important lorsqu'on parle de crise d'approvisionnement et de disruption de chaînes d'approvisionnement, c'est la situation sanitaire, parce que dès qu'on a des fermetures de frontières, des confinements, évidemment, ça va perturber le fonctionnement normal des routes industrielles et des relations entre clients et fournisseurs. Là aussi, à ce niveau, pour l'instant, les nouvelles sont tout à fait correctes. On a une réouverture qui progresse partout dans le monde, principalement, notamment grâce à la vaccination. Ce qu'on voit sur la vague de variant Delta qui se développe en hiver en Europe en ce moment, c'est quelque chose qui est arrivé d'Est et qui progresse vers l'Ouest et le Sud. Les pays qui ont eu la vague en premier, alors là je vous donne l'exemple de l'Ukraine, ont passé leur pic depuis pas mal de temps déjà. Vous voyez que c'est redescendu fortement. L'Ukraine étant un pays peu vacciné, ils ont évidemment beaucoup de formes graves, beaucoup de décès, on le voit très bien sur cette courbe. Le pays qui est au milieu de l'Europe, qui est un peu le barycentre de l'Europe, qui est l'Allemagne, lui, il vient de passer son pic de crise de vague de variant Delta ici. Les cas commencent à redescendre en Allemagne. Il y a eu beaucoup moins de formes graves et de décès qu'en Ukraine, évidemment, parce que le pays est beaucoup plus vacciné. C'est pas complètement vrai en Allemagne de l'Est, où les taux de vaccination sont encore relativement faibles, mais c'est plus qu'en Ukraine. Et si on progresse vers l'Ouest et vers le Sud, on va aller en Italie par exemple. Là, la vague est toujours en phase ascendante, en pleine phase ascendante, mais on peut se dire qu'avec un mois de décalage, le pic devrait être atteint là-bas aussi et que ça va se calmer ensuite. Il y a très peu de décès, très peu de problèmes en Italie parce que le pays est fortement vacciné, plus que l'Allemagne, donc il n'y a pas trop de soucis, ils peuvent réouvrir et maintenir l'ouverture du pays sans trop de problèmes. Donc ce qu'on voit, c'est que en ce moment, la situation sanitaire n'est pas inquiétante, il n'y a quasiment pas de fermeture, quasiment pas de confinement, où que ce soit dans le monde. Il y a juste eu des petits confinements anecdotiques et très partiels dans quelques pays d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a des pays qui étaient vraiment radicaux au niveau politique sanitaire avec du zéro Covid, etc., qui se mettent à réouvrir malgré une hausse des cas de Covid importante. Maintenant, ils y font plus trop attention. Il y a un exemple type qui est le Vietnam. On va regarder ça tout de suite, en fait. C'est assez amusant ce qui se passe là-bas. Donc, ce qu'ils ont eu au Vietnam, ils ont eu une première grosse vague de Covid avec le variant Delta qui est arrivé à l'été 2021. Là, ils se sont mis à confiner comme des fous, donc c'était vraiment radical, on fermait tout, on n'avait même plus le droit de sortir de son logement, il y avait des policiers qui amenaient la nourriture directement dans les foyers. Donc les cas ont baissé avec ces confinements durs, ou alors parce qu'il y a une forme d'immunité naturelle, ou un peu des deux. Ensuite, ils ont commencé à rouvrir en se disant qu'ils avaient suffisamment vacciné. Ils ont utilisé toutes sortes de vaccins, pas forcément les plus efficaces partout. Il y a des vaccins cubains, chinois, à côté de vaccins
nettement plus fiable. Donc les cas ont remonté fortement, mais maintenant, donc on est revenu au pire niveau qu'ils avaient lorsqu'ils confinaient tout, mais maintenant ils maintiennent tout ouvert. Ils ont même annoncé leur intention de réouvrir les vols internationaux sur un nombre de pays de plus en plus grand, y compris la France, qui a beaucoup de cas de Covid. Donc ils ont visiblement changé totalement de politique. Ils rejoignent la Thaïlande, Singapour et d'autres pays. Vous voyez qu'en nombre de décès, ça remonte aussi, et pourtant ils maintiennent le cap. Alors, un exemple amusant aussi, c'est l'île voisine de la mienne qui est l'île Maurice. Jusqu'en juillet-août, c'était fermeture totale des frontières. Dès qu'il y avait 10 cas de Covid, on enfermait totalement les gens chez eux, on faisait des confinements radicaux, etc. Puis d'un coup, ils se sont dit, bah, maintenant on ouvre, c'est bon. En ce moment, ils en sont à 100 morts par semaine. Donc, ils ont la vague de Covid qu'ils ont toujours refusé d'avoir parce qu'à un moment, il faut bien que le virus circule dans la population, évidemment. Donc, ils ont ces 100 morts par semaine. C'est significatif hein, sur une petite population d'1 million d'habitants. Ça va s'arranger comme partout ailleurs pour eux. Mais là, le discours, c'est de dire maintenant, ne vous inquiétez pas, l'île est Covid safe pour les touristes, il n'y a plus de soucis, même s'ils demandent en douce un peu d'oxygène à La Réunion pour leurs hôpitaux. Voilà, donc maintenant le Covid est devenu à Maurice inoffensif sur décret des autorités et voilà, ça illustre vraiment le changement de comportement et c'est ce que fait un nombre de pays de plus en plus grand. On a la Pologne aussi qui avait confiné durement et qui maintenant laisse courir de plus en plus. Donc tout ça, ça rend optimiste sur la réouverture du monde, je pense, hein, sur 2022 et sur le fait que la situation au niveau chaîne d'approvisionnement devrait continuer à s'améliorer. Alors les conséquences pour les marchés d'une situation de baisse de l'inflation progressive sur 2022 et d'amélioration des conditions d'approvisionnement, ça pourrait favoriser les valeurs industrielles qui ont été pénalisées par rapport aux technos à cause des ruptures de chaîne, notamment le secteur des équipementiers automobiles, un petit peu la sidérurgie, le minerai de fer, dont les cours ont beaucoup chuté à cause de problèmes d'approvisionnement. Et bon, il y a d'autres valeurs spécifiques hein, qu'il faut étudier au cas par cas. Donc ces équipementiers automobiles, je vous montre un exemple. Ici, c'est Plastique Omnium. Hein, c'est un équipementier, une mid-cap assez standard qui représente pas mal le secteur. Vous voyez que les cours, avec les problèmes d'approvisionnement de puces, ont sensiblement corrigé. On est passé de 32-33 euros à 24 euros, même un petit peu moins. Donc ça a bien baissé. On n'est pas encore sorti de la tendance baissière. Ils vont sûrement faire des publications relativement décevantes sur les résultats annuels, concernés à plein par les problèmes dont je vous parle. Mais à partir du premier trimestre 2022, il faudra surveiller potentiellement le retournement de ces courbes pour réinvestir sur le secteur parce qu'il pourra y avoir des opportunités à ce moment-là. Le secteur des minerais de fer aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc on voit sur ce graphique ce qui s'est passé, une chute très brutale à partir de juin 2021 où le prix du minerai de fer est passé de 222 à moins 200 à cause des problèmes d'approvisionnement, notamment en puces et en autres éléments qui ont freiné la demande de l'industrie automobile. Donc en Chine, les aciéries ont moins tourné, les producteurs ont acheté beaucoup moins de minerais de fer, ça a provoqué un effondrement du cours, mais là aussi ça a des chances d'être temporaire. Et si vous regardez la ligne de tendance de long terme depuis 2016, on est quasiment sur un support à ce niveau-là en ce moment. Donc si les chaînes d'approvisionnement s'améliorent progressivement, on pourrait avoir un rebond du cours intéressant à suivre. Autre point qui est à mon avis essentiel, c'est les niveaux de valorisation des marchés en ce moment. Vous voyez ici les USA. Bon, tout le monde sait que les USA sont à un niveau de valorisation extrême actuellement. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ce qui est plus intéressant donc sur ce graphique qui vient du site Top Down Charts, c'est de voir la courbe rouge qui est celle des marchés émergents. Et là, vous voyez que par rapport à la moyenne de long terme en PER moyen sur 10 ans, on n'est absolument pas dans une situation de surévaluation. On est un petit peu
en haut de la fourchette par rapport au long terme de l'indicateur, mais il n'y a pas du tout de quoi justifier un grand crash sur les marchés émergents. Si les États-Unis se cassent la figure, les marchés émergents pourront prendre un petit choc, ils pourront corriger un petit peu, effectivement, ça pourrait être une correction de ce type-là, mais ça ne devrait pas être quelque chose de gigantesque, de majeur sur les marchés émergents. Sur les marchés développés hors États-Unis, on est à un niveau qu'on peut qualifier de relativement cher, mais qui n'est pas non plus délirant par rapport à la moyenne historique de l'indicateur. Alors là-dedans, la courbe bleue, elle est sans doute en partie ou en bonne partie faussée par le Japon, dont c'était la bulle là qui était à des PER stratosphériques au début des années 90, à la fin des années 80. Mais malgré tout, vous voyez qu'on n'est pas à des niveaux de prix complètement extrêmes sur les marchés développés hors USA. Donc voilà pour ces commentaires sur la situation macroéconomique du moment. En résumé, ne vous focalisez pas trop sur le risque inflation ou sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Je pense que ces points-là ont de bonnes chances de s'améliorer sur l'année qui vient. Ce qu'il faut surveiller par-dessus tout, c'est ça, c'est-à-dire les marchés US et les valeurs techno, à quel moment la bulle va craquer et à quel moment ça va impacter les autres marchés.